Coucou tout le monde, dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence. Nous recevons aujourd'hui Olivier Mégaton, issu de la scène punk, graphe et skate de Paris. Il est passé par le court-métrage Bien Vénère. On lui doit notamment des films aussi comme Colombiana, Taken 2, 3, Transporteur 3 pour Luc Besson. Avec lui, nous allons repasser quasiment 40 ans de carrière et c'est juste après les petits audios de circonstances et avec Maxence, bien évidemment. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressineau. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello à toutes et à tous, un nouvel épisode de Séquence comme tous les 15 jours, les mercredis à partir de 7h du matin, toujours avec Maxence et Maxence. Salut David, salut à tous. Alors pour ceux qui regardent la version vidéo, nous n'avons absolument pas fait exprès d'être accordés en jaune poussin, qui est à peu près je pense le dernier t-shirt de ma garde-robe au retour de tournage. Et donc nous sommes de jaune vêtus. Plus sérieusement, si vous nous suivez sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, je vous le rappelle à chaque fois. Ça sert à combattre cet algorithme et surtout à permettre aux gens qui écoutent des podcasts autour du cinéma et de la télévision ou des médias d'avoir en suggestion ce magnifique podcast qui est Séquence. Également, vous remerciez toujours de nous mettre régulièrement dans le top 20% et parfois 10% des podcasts les plus écoutés de France. Donc ça, c'est vraiment chouette. Votre fidélité nous fait vraiment plaisir. Et puis, tous les anciens épisodes aussi montent au fur et à mesure. Donc c'est vraiment chouette. C'était la petite mission qu'on s'était fixée avec Maxence au tout début du podcast. C'était de faire un podcast qui était aussi intéressant pour nous que pour vous et nos invités aussi. Donc, on est ravis que vous soyez toujours au rendez-vous de plus en plus nombreux et nombreuses. Trêve de plaisanterie, nous avons un invité aujourd'hui, Olivier Mégaton. Salut Olivier. Bonjour. Je vois que tu ne t'es pas mis de jaune. Désolé, Tu as bon mais goût, toi. j'ai pas ce genre de D'accoutrement. on va dire, de vêtements dans ma garde-robe. Moi, faisant du cinéma, je suis plutôt en sombre, parce que tout le monde le sait, tout le monde devrait le savoir, mais ça nous évite de se voir dans les réflexions quand on tourne. Bon, écoute, on t'enverra un petit t-shirt jaune pour les phases où tu n'es pas en tournage. Tu auras le droit de le jeter. Pour commencer, je vais te laisser dans les mains de Maxence. Tout à fait, bonjour Olivier, et merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc pour te décrire un petit peu nos auditeurs, tu es réalisateur, scénariste, graffeur, tu es passé par la pub, le clip, le documentaire ou même 2 gros blockbusters comme Exit ou Taken 2 et 3. Pour t'introduire un peu davantage, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton passage du graffiti à la réalisation. Car tu as connu le Paris des années 70-80 où ça bougeait dans les cadres. 70, non, parce que j'ai eu 15 ans en 80.
et je connaissais moi, je viens vraiment de banlieue et je connaissais, j'ai commencé à voir les premiers concerts, allez, en 79 sur Paris, puisqu'il y avait très peu de concerts. J'étais un peu, on va dire, très, proche de la musique punk. Donc j'ai découvert, du côté de chez moi, il y avait des groupes comme du côté de chez moi, La Souris Déglinguée, il y avait, à l'époque, Tu les Berruriers Noirs aussi, je les anc crois? Les Berru pas du tout, ils viennent de la banlieue D'accord. est, banlieue est. Ouais, rien à voir. Même beaucoup plus loin. Mais en fait, les BAO, c'est un peu après. C'est début des années 80 et donc toute cette raya qui gravitait, où il y avait des concerts, dès que l'été arrivait, il y avait avec des groupes punk. C'était vraiment le tout début du punk, parisien et voilà, on était avec des potes, à vouloir jouer, faire de la musique aussi, hein, très jeune et 80, j'ai commencé à être beaucoup plus sur, les concerts parisiens. Avec les premiers groupes, qui ont commencé les groupes punk, internationaux, qui sont venus, enfin surtout anglais et puis, tout simplement, j'ai découvert petit à petit le graphe. En 80, moi je faisais des pochoirs à l'époque puisque c'était la grande mode et on faisait les fanzines, donc pour faire la pub des fanzines, on faisait des pochoirs. On allait à Paris, rue Saint-Séverin, on mettait ça dans la rue, enfin voilà, bon, c'était le folklore de l'époque. C'était un milieu très fermé, il y avait les squats, artistiques, Palikao, Cascade, donc on se retrouvait tous, assez rapidement. Il y a eu des rassemblements dans des lieux un peu plus précis. Je dis artistiques parce que c'est pas des squats politiques à la base, c'est vraiment plutôt des squats artistiques et les Béreux ont commencé là justement, il y a eu un premier concert de Berrurier Noir et puis, dans sa version originale qu'avec François, puis après il y a eu une version avec Laurent, suite à un concert de Guernica. C'était à Palikao ça et puis voilà, moi j'ai découvert, j'ai vu en 80 Futura peindre sur scène avec, les Clash, le fameux passage, des Clash, après New York où en fait ils avaient ramené un peu une ambiance, reggae, rap, qu'ils avaient découvert. À savoir que Mick Jones et Stromae étaient, quand je dis des fans, des gens déjà très, très, enfin plutôt érudits, qui adoraient lire, qui adoraient la musique et en fait, c'est vrai que ils ont enrichi le punk d'autres choses parce que le punk c'était un peu, voilà, c'était un peu, monochromatique et du coup, voyant Futura peindre, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi que je m'emmerde à faire des pochoirs?» Parce que c'est des soirées à découper ces petits pochoirs, et j'ai vu la peinture à la bombe comme ça directement. J'avais l'impression que la peinture sortait de sa main, il retournait la bombe, enfin des choses, voilà, la bombe, c'est un outil très compliqué voilà, dès le lendemain, je suis parti, sur le bord de l'autoroute et j'ai commencé à faire des merdes sur les murs et c'était bien nul d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça m'a moi je savais dessiner, c'est une chance que j'avais. C'est comme ça que j'ai commencé à peindre à la bombe. Pendant très longtemps, bon, j'évoluais plutôt dans le milieu parisien où toujours pareil, il y avait plutôt des pochoiristes, Jeff Aerosol, Blake, Ménager qui ont commencé, pas pour Blake, mais pour, Jeff par exemple, même chose que moi, même jour quasiment que moi en voyant les Clash et en voyant Futura. Donc, ce déclic, il a été plutôt dans cette logique très franco-française du pochoir et avec Ménager, c'est plutôt, les ombres peintes au pinceau, mais une peinture romaine qui existait. Ouais, avec pour origine, Ernest Pioranès, enfin des gens comme ça qui venaient de la logique 68 et quand j'ai 68 il y a pas de sens péjoratif, hein, c'est juste, Oui, de c'était la suite de voilà, l'époque, c'était ouais. la clique de mettre sur les murs, de s'exprimer sur les murs. Les écoles d'art, faisaient ça, donc voilà. Donc j'ai découvert ça plutôt avec un côté politique, un côté, plus on va dire plus ancré, la logique sociale de l'époque quand tu nais de banlieue, elle était pas particulièrement début 80, on n'avait pas cette logique d'avoir, on va dire une, fierté ou une honte ou quoi que ce soit, ça avait rien à voir, c'était multi-ethnique et multiculturel et multireligieux, donc on se prenait pas la tête, hein, à l'époque et puis voilà, j'ai trouvé une famille dans le sens où j'ai trouvé, pas via le graphe, mais via le punk rock et les squats et ainsi de suite, des gens qui faisaient plein de choses et puis petit à petit, j'ai découvert, d'autres gens, mi-80, allez, on va dire 83-84, j'ai commencé à voir des trucs arriver, mais c'était vraiment, sporadique, et puis après, j'ai vu arriver les premiers tags, les premiers graphes et c'est comme ça que je me suis dit: «Tiens, il y a d'autres gens comme moi» et j'ai découvert petit à petit effectivement les autres et c'est pour ça que j'ai un parcours très, très particulier parce que je viens pas du tout de la logique de tous les autres graffeurs qui ont vu Beat Street,
enfin, qui ont découvert la culture américaine via la culture américaine et le graphe via la culture américaine. Moi, je suis un peu plutôt de la rue et j'ai découvert ça dans la rue, dans les squats, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est pas pour ça que, les Anglais ont fait la même chose, par exemple. C'est un peu tout, voilà, les graffeurs anglais ou certains Américains ont fait ça de cette façon-là. C'est ça qui était intéressant avec le graphe. Donc le graphe m'a permis pendant quelques années de subsister aussi. C'est-à-dire moi, je faisais plein de boulots de merde, j'ai fait pendant assez longtemps, des services d'ordre parce que, bah, je faisais de la boxe thaï enfin voilà et on s'est organisé à l'époque pour faire les services d'ordre, notamment des Berus, mais pas que, il y avait plein d'autres groupes, autour de Bondage. J'ai même fait de la musique, j'ai même Tu sorti, as sorti des titres? 2 maxi chez Bondage, avec My Vision, c'était l'espèce de house à l'époque, au tout début de la house. Après, on a fait d'autres groupes avec d'autres formations. À l'époque, on se mélangeait énormément et les Bondage avaient cette capacité de faire des compilations avec des groupes qui ont existé que pour un morceau. Genre Faco Président, par exemple, c'était avec un peintre, que j'avais rencontré, Mikri que j'avais rencontré dans des squats et en fait, voilà, c'était le début du sampler. Donc en fait, j'avais récupéré un S900 et puis après il y a eu non, S750 pardon, après il y a eu le 900 et du coup, bah, j'ai commencé à faire, à m'amuser et puis, ben, j'ai été très loin du cinéma. La première fois où je me suis approché du cinéma, c'était Jacques Ossan qui était du groupe, MKB et qui en fait, les Tageros Killer Boys qui était un groupe, pseudo-punk, très influencé Stromer. Chez Bandage et en fait, il avait fait un film qui s'appelait Trésor des Egyptiennes et avait demandé de faire tout le sound design. Donc comme moi il y avait très peu de gens qui avaient des sampleurs à l'époque, j'avais commencé à bosser dessus et c'est comme ça que j'ai effectivement abordé pour la première fois, enfin le cinéma et on a fait quelques passages de figuration dans des films, mais pas rien de bien intéressant et puis un jour, je peins à la locomotive, c'était l'ouverture de la locomotive, je crois, c'est locomotive Qui était une grosse boîte de nuit de l'époque. et Ouais. voilà, qui était de l'époque, qui commençait puisque c'était la première fois et c'était en 87 si je me rappelle bien. Heu, C'était un peu compliqué pour plein de raisons, je vais vous passer ça, mais bon. J'ai fini par arriver pour pouvoir peindre. Il y avait les Musulmans Fumants, les Ripoulins, Musulmans Fumants, c'était un groupe, de peinture assez connu à l'époque, les Ripoulins aussi. Il y avait d'autres gens que je me rappelle plus des autres qui peignaient, je me demande si Epsilon n'était pas avec moi, enfin bon. Et en fait, je peignais sur scène, j'avais fait une grosse locomotive, je me rappelle. J'ai pas de photos, mais j'aurais bien aimé en récupérer. Je crois que les Mitsuko avaient joué, il y avait plein de gens qui étaient venus, c'était très à l'époque, il y avait pas ce côté, business, Mmh. enfin économique, ainsi de suite. Les gens venaient, puis voilà. Et il y a un mec qui est venu me voir, qui m'a dit: «Voilà, mais enfin, on se met à discuter, moi je viens d'Aubervilliers, nin puis voilà, on discute et puis, rien de spécial. Enfin, il me dit: «Ouais, voilà, je cherche des gens comme toi, j'ai monté une boîte de prod». C'était un peu abstrait. Il me parle de trucs. En plus, bon, tu une boîte de nuit, enfin, la loco, les concerts tout le temps. Je savais pas trop de quoi il parlait, mais bon et il me dit: «Voilà, viens me voir, j'ai monté une boîte de prod, ça s'appelle Bandib». Bon, quelques mois parce qu'à l'époque, pas de portable, pas tout ça, hein, c'était l'âge de pierre, hein et finalement, au bout de quelques temps, il m'a pas laissé de carte. Je crois que j'avais retrouvé le contact dans un fanzine qui s'appelait Reflex, un truc comme ça et je vois Bandit machin, je dis: «Ah putain, faut que j'aille le voir lui» et je pensais surtout à bosser quoi, faire des murs et du coup, ben, j'étais allé le voir, j'ai rencontré donc ces 2 personnes, sont depuis Madel et Jean-Baptiste Mondino et puis, ben, ils m'ont dit: «Ah mais pourquoi t'écrirais pas un court métrage?» ainsi de suite. Bon, je fais: «Ouh là là, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé à la base». Et puis je me rappelle, ils étaient avenue des Ternes et puis je me dis: «Tiens, pourquoi pas?» enfin, j'étais vraiment devant, l'hôtel là, puis j'étais en train de me dire, «Mais pourquoi pas?» et j'avais juste à l'époque, je venais de perdre un de mes amis qui s'appelait Zone, Claudio de Couteau, qui s'était probablement fait assassiner. On n'a jamais pu le prouver et il y a pas eu d'enquête, donc j'étais assez, Ouais, ouais, tu on avais va des choses dire à dire à assez, ce moment-là, quoi, en fait. Enfin, assez mmh. frustré, on va dire. Les choses à dire, j'en ai eu beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de conneries et beaucoup de choses avant, mais là, celle-là, ça avait du mal à passer parce que, voilà, bon, c'est un mec, super gentil, adorable, très doux, enfin, voilà, pas du tout la racaille qu'on imagine, l'opposé. Donc, j'ai écrit un truc là-dessus, un peu paranoïaque, moi, j'avais connaissance cinéma zéro et j'ai écrit, alors ça fait toujours un peu causette de dire ça, mais c'est vrai, j'avais trouvé une machine à écrire Japy rose à la poubelle
pas la poubelle, dans la rue. J'avais remonté le rouleau encreur, rouge et noir et j'avais tapé mon scénario. Alors, faut savoir sur des feuilles roses parce que j'ai dû en Tu sais, recreux tu parce que parles à les des gens ne gens me qui ont croient des pas. t-shirts jaunes aujourd'hui, donc on ne juge pas. Mais là, rose parce que j'avais bossé, j'avais travaillé dans une gare de triage et en fait, j'avais récupéré un stock de feuilles vierges et pour dessiner, c'était top. Donc voilà, mon premier scénario était écrit, ça s'appelait donc No Way, enfin, Le Cœur du Phénix à l'époque, No Way après ou Le Cœur du Phénix, avait été écrit sur une Japi pourrave qu'on offrait aux jeunes filles à l'époque, avec, du Tipex dans tous les sens. Enfin, il faut imaginer le carnage, écrit avec un doigt, le carnage du truc et j'ai écrit ça, d'un coup, enfin vraiment d'un coup quoi, sans me poser la question, il y avait pas de enfin il y avait rien, il y Tu avait avais même pas pas, lu un scénario avant? Tu avais tu y allais à l'instinct? non, 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 je vois même pas comment j'aurais pu Mmh. lire un scénario, j'avais jamais lu un scénario de ma vie, je savais pas comment on écrivait, donc j'ai écrit ça. J'arrive avec mon tout fier, enfin tout fier, j'avais fait quelques photos avec un de mes potes, heu, dans le métro et puis, je suis arrivé avec tout ça chez Bandit à nouveau et il s'est passé des mois, hein, pour en arriver là. Il me dit: «Ah génial», il dit le truc: «Ah bah écoute, on va le retaper», c'était le début des Mac, tu sais, et puis on va le retaper et puis ben, voilà, on va le déposer au CNC. Je sais pas de quoi il me parlait, j'ai dit: «Bon, OK». Ils ont fait le dépôt, ils ont demandé tout ce dont ils avaient besoin. Pour la première fois, j'avais un appart, non squatté, donc c'était assez génial de pouvoir donner une vraie adresse. Enfin, je me rappellerai de toujours le numéro de téléphone, c'était marrant aussi parce qu'on avait des petits répondeurs à l'époque. D'ailleurs, je les gardais avec des petites cassettes. Enfin, c'était vraiment archaïque, mais voilà et puis un jour, je peignais à Nantes, je crois et je reviens et moi, je suis parti je sais pas combien de temps et parce qu'on partait, on peignait partout dans l'Europe et puis, en France, en Europe, partout, quoi et puis, bah, je reviens, j'ai un message, d'un mec du CNC, je sais plus comment il s'appelait, quelque chose et il me dit: «Voilà, j'ai bonheur de vous voilà, vous informer, vous avez eu l'aide sélective», je savais Tu pas de sais quoi même il me pas ce que parlait, c'était, le oui. mec. Et vraiment. Finalement, ben, je rappelle et puis, il me dit: «Voilà, là, je comprends pas trop». J'appelle, ça je vais voir Bandit parce que le téléphone à l'époque, on n'appelait pas aussi facilement et bah, voilà, on a commencé à se dire: «Bon, bah, maintenant faire, un découpage, enfin, voilà, faire une équipe». Moi, une équipe technique, j'en avais pas donc et la chance, c'est qu'à ce moment-là, j'ai un collectionneur qui m'achetait des toiles de temps en temps et il y avait une soirée, un peu un cocktail et puis il me dit: «Ah tiens, je vais te présenter un mec», je lui parle de ça, je dis: «Tiens, je vais faire un court métrage, et je connais personne, donc c'est un peu compliqué». Bandit faisait à l'époque, de la pub surtout et des clips. Enfin, Mondino, c'est la star des clips, ils avaient tout Propaganda, c'est-à-dire tout le catalogue, Spy Jones, Tonic et tout ça, enfin bon, tous les Romanek, tout ça, tous les mecs de chez Propaganda chez eux et ils avaient pas de français. Il y avait Sennaoui qui commençait à faire des petits trucs, qui commençait à mais il y avait personne, hein. L'idée de Bandit, c'était les 7 mercenaires. C'était des gens qui viennent de nulle part Mmh. ailleurs, enfin qui n'avaient pas fait d'école de cinéma et qui en tout cas, c'est ce que Mondino et Dupuy-Mandel voulaient pour la France et du coup, ben, j'avais aucune trace, rien, enfin pas d'accroche. Je dis: «Mais comment je vais faire?» et ce collectionneur me donne le numéro d'un mec, Patrick, bah, là, il me dit: «Ouais, il a joué dans Le Grand Bleu». Moi, j'avais pas vu Le Grand Bleu, je savais pas de quoi il parlait, donc enfin, je savais de quoi il parlait, mais j'avais pas vu et il dit: «Là, il est en train de tourner, avec Besson, sur un film». Bon, je dis: «Bon, bah, très bien», mais voilà, donc je lui laisse un message et quelques temps plus tard, il me rappelle et il me dit: «Bonjour, nin Patrick Fontana, et moi, Ouais, mon vrai nom, c'est Fontana aussi, Fontana ouais. et je me dis: «Ma gueule», j'avais pas percuté qu'on ait le même nom. C'est quand même assez exceptionnel de et je l'ai rencontré, on s'est rencontrés au Burger King, je crois que c'est un Burger King, qui devait avoir ou à Blanche ou enfin, tu vois, donc d'ailleurs juste en face de la loco et donc le mec a dû me prendre pour un illuminé. Je lui ai parlé du truc, je lui ai montré, j'avais, mon scénario. Le scénario à l'époque, j'avais peint les covers à la bombe, tu vois? Parce que j'en ai encore un, c'est hallucinant, le truc était enfin bon, c'était un vrai objet, quoi. C'était vraiment un objet très particulier et du coup, ben, il me dit, «Ah mais ça me branche», et à partir de là, on commence à parler de ça et il me dit: «Bah, moi, je sors de Nikita, je viens de tourner Nikita, je connais pas mal de gens. Si tu veux, dans l'équipe, je connais Olivier Maufroy qui est le monteur», donc je rencontre Olivier Maufroy qui est le monteur de Besson, il me présente François Gros qui était son mixeur et Olivier dit: «Ah bah tiens, ce serait bien
C'est genre assez très sympa, très généreux, hein, faut vraiment se dire, je sais pas si ça existe encore des gens comme ça, mais Ouais, il t'a ouvert et le carnet m'en d'adresses en tout de quel suite, quoi. ouais et je me suis retrouvé avec, le machinot de Besson, l'électro de enfin voilà, des gens, le chef op, ben, c'est Mondino qui m'avait proposé, Pascal Rabot qui a rien à voir avec la soupe, hein. Lui, il faisait de la pub, c'est un gros con à l'époque. Il m'avait dit: «Ouais», il voulait pas le faire et Mondino lui avait dit: «Si tu veux pas le faire», il partait faire une pub en Gina au Brésil, il dit: «Bah, tu pars pas avec moi». Donc en fait, il a mis le couteau sous la gorge et l'autre, cette espèce d'enfoiré me dit: «Ben, si tu veux, je veux bien faire ton cours, mais il y a, 2 fois trop de plans, donc reviens me voir quand il y aura 2 fois moins de plans». Tu sais, j'avais fait un découpage, un storyboard moi-même hyper précis, voilà. Bon, je lui ai dit: «Bah, tu gentil, mais je veux pas» enfin, tu vois, je veux pas changer les trucs. J'étais assez j'avais la tête assez dure, hein. Finalement, ben, voilà, on a fini par, toutes les usines, les endroits où on a tourné, c'est des endroits que je connaissais. Le métro, bah, ça a été compliqué parce qu'il a fallu demander l'autorisation et payer. C'était 2 enculés, je peux le dire, parce que je crois qu'ils sont morts tous les 2 qui s'occupaient de ça, à l'époque et qui étaient vraiment des gens mais enfin voilà, c'était terrible, quoi. C'était un enfer et moi j'arrive, on avait fait un faux scénario parce qu'il était hors de Oui, de que question tu fournisses le de vrai mentir. ou parce qu'il faut savoir que les RATP, ils valident pour que l'image du métro reste très, très Non, mais propre. alors à l'époque, faut juste se dire, on est dans une autre Mmh. un autre monde, hein. On n'est même pas dans le monde d'aujourd'hui, où on a le droit de tout dire. Non, 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 à l'époque, c'était vraiment nous, on était jugés sur la façon dont on parlait. Enfin voilà, on était considérés comme de la merde, hein, donc on était loin, loin, loin de et donc du coup, on avait fait un scénario un peu romantique d'un mec qui se balade dans le métro et qui voilà, alors qu'en fait, Tout toi, quoi. le scénario de Noé voilà, le scénario de Noé, j'avais pris la mort de Zone et j'avais fait comme s'il s'était fait assassiner par un espèce de justicier du métro qui, en fait, est devenu complètement psychopathe et il se met à tuer tous les gens qui font un qui font un pas de travers. Donc c'était très, très violent bah, je peux le dire maintenant, mais le film a été interdit aux moins de 16 ans, censuré, enfin voilà, ça a été, donc les RATP, c'était compliqué. Finalement, Brevel, qui était le mec qui s'occupait de ça, ce qui était très intéressant, c'est que le mec, comme il aimait bien, les bonnes tables et les bons vins, le dire de prod, allait bouffer avec lui, donc il sortait pas avant 4 heures, donc on l'occupait et on arrivait à tourner, voilà. Mais ça, bah, effectivement, c'est aussi les gens avec qui j'ai travaillé, qui avaient fait, Subway, pardon, avec Besson, qui ont dit, «Bah, on l'a eu le même, hein, c'était les 2 mêmes, ils nous ont cassé les couilles, même s'ils se la jouent, ils se la jouaient, ouais, ouais, non, non, ça s'était très mal passé». Ils tournaient des scènes en parallèle, en off, sur Subway, donc c'est ce qu'on a fait aussi. Donc, bah, un jour, il s'est aperçu qu'on avait tourné des choses, Qui était pas dans le script. dans le métro qui était pas hyper, voilà, j'avais un pote qui braquait un autre mec, c'était un vrai fusil à pompe, enfin voilà, c'était n'importe enfin c'est on en avait rien à foutre, de nous et on tournait et du coup, ben, ça s'est très mal passé à la suite. C'est pour ça que le film a été, interdit aux moins de 16 ans et surtout 2 censuré. Il manque 4 minutes Tu originales du les as film encore les 4 minutes? parce que, Ouais. bien sûr que je les ai, ouais, bien sûr et c'est Epsilon, qui est un pochoiriste, qui chante, la chanson d'Antoine, Les Élucubrations et qui se fait braquer par, Sergio, un de mes super potes avec qui je faisais des services d'ordre et les dialogues, c'est du Audiard, quoi. C'était vraiment, enfin, c'était ouais, enfin, c'était du délire. Enfin, toujours est-il que, ben, mon film se fait, on finit par le faire, tourné en Super 16, monté sur Atlas, donc en 30 Il est en gonflé? En 35? 5 Ouais. parce qu'il était gonflé de 35 et de là, effectivement, ben, voilà, on se développe ensemble en blanchiment. Donc faut savoir, c'est un truc je voulais un truc très graphique. J'ai eu 3 jours de planté par le labo, donc j'ai dû retourner. La chance, c'est que le labo a accepté de nous repayer les 3 jours. On a dû retourner 3 jours, j'avais plus le décor. L'usine avait été rasée, enfin, un truc de ouf. Mais voilà. Hem, enfin, c'est vraiment une histoire assez hallucinante et puis finalement, je finis par monter le film, il se finit. Toute la musique vous l'avez pas vu, je pense, No Way, parce que il est Ouais, c'est introuvable. compliqué, ouais. Mais toute la musique du film, c'est, Urban Dance Squad que je connaissais. C'est des gens pour qui j'avais peint. Donc en fait, je les connaissais, j'ai un morceau d'Hendrix parce que j'avais fait des tributes to, Jimi Hendrix et le fan, Yacine Manou, le président du fan club, m'avait présenté Douglas qui avait le Roi Institute. Enfin, je me suis Ah ouais, retrouvé c'est avec des dingue, hein. avec des Mmh. titres sortis de la lune, Problème académique à l'époque, avec, Médite enfin, que des trucs, qui aujourd'hui on se dit aujourd'hui: «Mais comment on fait pour» mais c'est la chance d'avoir,
enfin, de venir d'un endroit où les gens, on les Mmh. connaît, quoi. On les connaît de visu, on va les voir, on dit: «Voilà, je vais faire ça, ouais, génial, on y va», quoi. Il y avait pas de maison de disques, de machin, de Facebook. Bon, on avait Et pas d'argent, de toute façon. et On fait le film, on se prend l'interdiction au moins de 16 ans, on commence un festival, bam, grand prix. Un autre festival, grand prix. Donc je vais en plus, je raconte toujours les mêmes histoires, hein, ça plaira à d'autres, mais je vais à Vaux-en-Velin que je connaissais pour plein d'autres raisons et surtout parce que j'y avais peint, je gagne le grand prix. Je savais pas, j'arrive à Clermont, les mecs de Clermont me convoquent, me disent, «Ben, vous avez eu le grand prix, à Vaux-en-Velin», alors qu'il y a une exclusivité sur Clermont-Ferrand, c'était la mmh. veille, hein, je pouvais pas savoir, j'étais dans le train le lendemain. Bah, donc ils me l'apprennent, donc j'étais content, mais à la fois je savais pas trop quoi ça voulait, ce que ça signifiait et ils me disent: «Bah, on va vous, on peut pas vous le garder dans la sélection, on va réfléchir à ce qu'on va faire». Parce que je trouvais hallucinant, je dis: «Ben, putain, enfin, C'est j'irai parce que voir un c'est grand prix ultra d'un violent, en côté». fait, en vrai. C'était très violent. Pendant très longtemps, clairement, ça a été très compliqué avec eux, jusqu'au jour où j'ai fini par rencontrer une des 3 personnes que j'avais vues qui m'a dit: «Écoute, je suis désolé parce que, ah, pour plein de raisons, on l'a mal pris, on avait ce côté», bah, bon, peu importe. Finalement, bah, j'ai le jury qui sont devenus des gens que je connais bien, ben, sont venus me voir en plus le jour de la projection. Le film est resté en projection et ils ont fini par dire: «Mais c'est un film tellement enfin lunaire qu'on peut pas ne Mmh. pas lui donner de prix. Donc le grand prix, on peut pas le donner, OK, mais donc ils m'ont filé un prix quand même» et c'est comme ça qu'effectivement, ben, mais c'est vrai que l'accès, c'est Claude Duty qui faisait les interviews, je m'étais insulté avec lui, enfin ça se passait très, très mal. Dire que le début dans le cinéma, je peux vraiment, ça a été que C'est pas des la grosse emmerdes, histoire c'est je me dis: d'amour, «Mais quoi. c'est tellement simple la peinture, je peins pour moi, je fais ce que je fais ce que j'ai envie, je peins. Tout le monde kiffe, tout le monde adore, tout le monde machin. J'arrive dans le cinéma, Bref, qui à l'époque était quand même une bande de pimpins, de C'était première la classe, ra m'avait rappelle-moi, c'était une défoncé. revue sur le court métrage? Bref, c'est l'agence du court métrage. Une revue qui dépendait de l'agence du court métrage, donc c'est une espèce de gens très, voilà, dans le délire, cinéma, français et moi enfin, je viens de nulle part, hein, on peut pas m'accuser de venir du cinéma américain. Non, c'est pareil, je viens de 0 donc voilà. Mais bon, peu importe et puis je m'étais dit: «Bon, le cinéma, je vais pas en refaire avant longtemps, ça prend trop de temps, c'est chiant, ça rapporte rien». Moi, j'avais Mmh. besoin de bouffer, hein, tout simplement, les gens, ils se rendent pas compte que là, et du coup, ben, il se passe, je continue à peindre et puis en fait, les Transmusicales, m'envoient un message, jour, Bleu Brossard et je sais plus comment il s'appelait l'autre et me disent: «Tiens, on a vu ton film, on adore, tu voudrais pas faire un court métrage en atelier?» J'ai fait des ateliers avec des mômes, je faisais beaucoup d'ateliers avec des mômes en banlieue, de peinture et en fait, je me suis dit: «Ah bah tiens, pourquoi pas?» et bing, je fais un deuxième cours qui s'appelait Les Gareurs. Pareil, enfin voilà, à l'arrache et voilà et puis Arte, je sais pas pourquoi on entend parler, il me branche sur un truc, et je fais un plan séquence dans la série des plans séquences de Piqueur. Pareil, chez Forte Tête, interrogatoire, c'était, avec Demolon, c'était la première fois 2e fois qu'il tournait, que personne ne savait qui c'était. Alors, un plan séquence d'un interrogatoire policier. Là, ça a cartonné. Quand j'ai cartonné, ce film a fait le tour du monde. Puis derrière, j'ai enchaîné, avec un film de danse qui s'appelait Tomorrows. Voilà et j'ai fait en tout et pour tout 18 courts métrages. Dès que j'avais des prix caméra, des machins, dès que je tournais j'ai commencé à faire des clips très tard et de la pub très tard. En fait, mon premier clip, c'est en Mmh. 95. Premier court, c'est en 89. Parce que les films et mes films étaient tellement violents et tellement même violents en termes d'image que c'était invendable, dans la pub. Alors ça, no way et dans les clips, pas mieux. La chance pareil pour les clips, c'est que Fab à l'époque, sort un maxi ou un truc, enfin je sais plus, c'était pas un album, ça fait partie de mon passé. Il me demande comme je le connaissais, il faisait du skate, il sortait avec une de mes copines et que, bah, j'avais rencontré le mec de la maison de disques, bah, il me dit: «Ah bah tiens, pourquoi tu fais pas le clip?» La chance, c'est que je fais le premier clip, bam, Ouais, c'est c'est un un gros succès, ouais. énorme carton. Je fais encore de la thune aujourd'hui, de la SACEM. Pour te dire à quel point, bon. Derrière, j'enchaîne avec d'autres clips. Assassin qui énorme carton, le Décision court, avec un clip complètement différent de l'univers du rap. C'est un truc à la THX 1138 parce qu'entre temps, moi, j'avais bouffé du film, hein. J'aurais dit: «Vous êtes gentil, mais je suis un culte, on va pas le rester longtemps», donc j'ai bouffé du film pour être un peu à niveau et puis voilà, quoi et puis j'ai écrit mon premier long métrage qui s'appelait Le désespoir des singes. Toujours pareil, bah, très vite, hein, dans début
tout début 90, ça doit être 91. J'ai eu à l'époque le European Script Fund, qui était un prix de scénario européen. C'était l'histoire d'un DJ en fait qui vole des disques et en fait sur un des disques il y a un son qui tue, c'est-à-dire que c'est des mecs qui perdent ce disque-là et en fait voilà, enfin donc c'est une histoire d'espionnage dans le milieu du hip-hop, enfin du hip-hop, du début du hip-hop. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des scripts, freestyle parce qu'il y avait toujours pas, enfin voilà, en 90 quand tu écris un script, voilà, il y a pas les 14 tutos, les machins et tout ce que tu dis, machin. Donc c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma et j'ai écrit un autre script après qui s'appelait Alphatum, qui est l'histoire d'un peintre qui plus il peint et plus il meurt. En fait, c'est vraiment sur des problématiques, assez particulières et puis voilà, mmh, Exit, c'est j'arrive tout de suite à dis quoi, Mais hein, non, par contre, moi, j'avais juste si une petite c'est question, c'est est-ce que finalement, ta culture, tu l'as fondée, dans la rue, entre le graphe, le skate et tout ça? Ou est-ce que tu as baigné déjà dans un environnement familial où ça lisait? pas du Non. tout, non, 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 vraiment, ouh là là, non, non, mais je vous arrête tout de suite là. Mes parents, c'est vraiment on vient de banlieue. Moi, je suis d'origine corse, rien à voir avec la quand je dis: «Il y avait pas de disques chez moi, il y avait pas de bouquins», la seule chose qu'il y avait, c'était, la collection Mmh. Costco. Donc non, non, faut juste être, je caricature pas, c'est une Ouais. réalité de l'époque, hein. Faut pas se il y a pas de une fois de plus, c'est pas du Cosette, hein. Tout va bien, moi je vis très bien et j'ai très, très bien j'ai réussi à me construire de façon complètement autonome, à fuir le milieu familial, parce que j'avais cette volonté, ainsi de donc c'est pas il y a pas de je suis pas ni revanchard ni quoi que ce soit. J'ai eu la chance de pouvoir m'échapper de là où je venais et même de on va dire de ce que mes potes sont devenus. Heu Parce que j'avais juste une curiosité, un Mmh mh. intérêt différent. Rien à voir avec, personne et alors, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit: «Oui, tu es né à Versailles». Je suis pas du tout né à Versailles. En plus après enfin, de toute façon, systématiquement, tu as toujours des gens qui veulent amoindrir la Mmh. probabilité et si je te présente les potes encore vivants, les gens qui les rencontrent, là, tout d'un coup, ils «Ah oui, là, on est sur du Mmh. super lourd». Mes anciens potes, c'est pas ça, c'est pas voilà. Mais c'est pour ça que c'est assez comique, aujourd'hui de voir que c'est vraiment la rue qui m'a Mmh. cultivé. C'est la rencontre de gens qui m'a c'est vraiment le process d'acculturation totale. Je suis retourné en fac pour apprendre à parler parce que très rapidement, je me suis heurté à une réalité culturelle que dès que je voulais faire des expos, de choses comme ça, parce que c'était ma il fallait que je subsiste à l'époque, bah, je me retrouve avec des gens en face de moi très prétentieux, très arrogants, très culture française avec un grand C et je me suis aperçu qu'il fallait que je booking, que je me Que tu cultive, t'armes, en que fait, voilà donc quasiment, oui, puis que mmh. je comprenne de quoi on me parlait, ce que je comprenais pas à la base. Donc le cinéma, ça a été compliqué, mais la peinture, ça a été compliqué aussi. C'est-à-dire j'ai commencé avec la peinture et le cinéma a suivi derrière. Donc j'ai une culture tout à fait autodidacte. J'aime pas le terme autodidacte parce que, c'est pas vrai, c'est pas moi tout seul dans le sens où il y a plein de Mmh. gens que j'ai rencontrés et je me suis dit: «Putain, c'est véritablement, comment ils en sont arrivés là?» Quand tu puis après, bah, tu te dis, voilà, quand tu rencontres Ernest, Pignon Ernest, quand tu rencontres, Jeff, quand tu c'est des gens cultivés, c'est Mmh. pas des tocards, quoi et du coup, tu te dis: «Putain», tu les envies et tu as envie d'avoir les mêmes références donc bah, tu vas chercher tout ça et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que cette culture, elle s'est formée. J'ai personne de ma famille qui dessine, mais moi j'ai toujours dessiné. J'avais 4 ans, je dessinais déjà des bonhommes, des combats avec des cow-boys qui se tiraient dessus, donc j'avais déjà un univers, et j'ai eu cette chance-là. C'est la seule chose, c'est le seul héritage que j'ai qui vient de nulle part, c'était ça, voilà. Mais ouais, tu as commencé à aborder, le milieu, de la pub et du clip. Dans ces milieux-là, que ça soit le clip ou la pub, quelle est l'implication de l'écriture pour un réalisateur? Le clip total puisqu'en fait tu écris une OK. histoire. Moi j'en ai un univers en plus, Assassin, j'avais vu THX 1138 et je m'étais dit: «Merde, ça m'avait choqué dans le sens, et du coup, ben, je me suis dit: «Pourquoi pas faire un truc là-dessus avec, une camisole», enfin toute la folie d'un mec qui essaie de sortir de donc c'était vraiment, et puis c'était déjà la télé avec les mômes, on était déjà dans le début des jeux vidéo, enfin j'avais déjà ce regard où je me dis: On va abrutir les mômes, quoi». C'est-à-dire que c'était très, très en amont, hein, et bizarrement, bon la chance c'est que Squat, donc Mathias Cassel est quelqu'un enfin qui est quand même qui est plutôt érudit aussi, qui a des références, donc du coup ça a fait résonance.
Liam aussi et donc du coup, c'est comme ça que j'ai fait ces trucs, mais c'est vraiment totalement écrit. Fab, c'est pareil. L'idée de rentrer d'un mec qui ça fait partie de mon passé et d'avoir une vision, donc c'est d'avoir une vraie vision d'une histoire. Quand je racontais un clip, je racontais une histoire. Ça me faisait enfin, quand je fais Sens unique en prison, c'est un rapport très précis, il y a une espèce de sous-texte par rapport au texte des paroles. C'est comme ça que tu écris un clip. Il y a les clips, tu écris 2, 3, 4 concepts pour une à l'époque, je sais pas si c'est comme ça encore, il y avait une espèce de concurrence des réalisateurs et des boîtes de prod. Donc, on nous envoyait le titre, on réfléchissait là-dessus, on nous donnait Mmh. rien, aucune info, on écrivait un truc, on était souvent à côté. La prod était importante aussi parce qu'en fonction du budget, la maison de disque pouvait ou pas et à partir de là, on voyait l'artiste, ça matchait pas et puis voilà, donc ça se passait on écrivait 3, 4, 5, 6 histoires différentes, sur le clip. Donc on avait un vivier on va dire, de clips qui était assez hallucinant, on a écrit des centaines de clips, des centaines. La pub, c'est un bureau, on va dire, de créatifs qui écrit pour le projet. Pareil, ils font un concours et on arrive et nous, on va dire, on apporte notre sensibilité pour peu qu'il Mmh. y en ait, à un truc qui a déjà été écrit. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout qu'à l'époque, il y a des mastodontes de la pub. C'est-à-dire que quand j'ai dis mastodontes de la pub, les Châtillaises pour la comédie, les Good ou les Mondino pour l'esthétique. Enfin, on est déjà avec des gens qui ont un univers, Mmh. laisse tomber. Et là, tu pas concurrentiel là-dessus. Donc la pub, c'est vraiment un truc qui est complètement différent. C'est 2 voilà, il y a pas d'écrit il y a une réécriture à l'intérieur d'eux, mais c'est pas vrai. Les groupes créatifs, écrivent tout dans tous les sens, ils se posent la question sur le moindre truc. C'est des gens, ils savent mieux que tout le monde, enfin, ils se disent qu'ils savent mieux que tout le monde ce que représente l'image. Donc tu luttes pas, tu te emmerdes pas à sauver 14 images d'un plan parce que tu sais que de toute façon ça va être saucissonné, machin, enfin, il y a pas le même investissement. Du tout, du tout. Après, bah, tu réécris effectivement ce que tu reçois pour le rendre, plus, digérable, on va dire, voilà, digeste. Quand tu attaques sur ton premier film, tu me disais juste avant que les courts métrages, il y a un petit côté un petit peu, shoot and run quasiment, tu vois? Qu'est-ce que tu vas dompter chez toi pour pouvoir tenir sur le temps de tournage, Bien. l'écriture, Arrête. Mon premier film, c'était pas mon premier film. Mon premier film, à la base, qui était mon premier film historique, c'est La Sirène rouge. et qui est sorti après du coup, Le non? bouquin Ouais, non, mais Dantec ouais. sort le bouquin. UGC achète les droits. Je rencontre Marmion qui entend parler de moi, qui était chez UGC à l'époque. Marmion me veut que je fasse La Sirène rouge. On commence à travailler avec un scénariste à l'époque. Heu, on commence à monter le film, machin, là, c'est les années 84. Enfin, on est déjà, 80 ouais, parce que La Sirène, c'est 93, donc c'est 95, un truc comme ça. On n'arrive pas à monter le financement. Kounen en 97, Kounen sort d'Oberman, ça nous a définitivement éradiqué. Yann te dira la même chose, ça nous a dément fermé les portes de tout le financement public puisque France Télévisions a décidé de plus donner d'argent aux films de genre, étant donné que c'était trop violent. Ils ont viré Ronan Gir, qui était à l'époque, à la tête de France, 3, pas de la fiction, pour cette raison. Parce que Doberman avait, Ah ouais. la fille d'un député qui avait été choquée par, le film de Kounen. Bon. Et on a dit pour comment l'argent public, peut financer ce genre de merde, blablabla. Donc tous les films derrière, que ce soit Gaspard, que ce soit on a tous Mmh. pris dans la gueule et 97 a été, une année assez noire pour nous. Mais bah, voilà, moi j'avais écrit, je sais plus 7, 8, 9, 10 longs métrages déjà. Donc La Sirène, sur le côté, Marmion, pour X raisons, la structure interne de GC change. Ils veulent plus faire ça, enfin voilà, c'est changement on va dire enfin d'éditorial, changement de touche chez UGC. La chance, c'est que Marmion, c'est quelqu'un de très, très, très intelligent enfin vraiment est quelqu'un de très humain. Il fait sortir le scénario à l'époque chez, Hadida, Samuel Etier, ouais. Samuel Hadida, qui veut le faire. Mais bon, ça avance pas parce que Samuel était bon, Metropolitan, c'est énorme, là bon, compliqué. Mais il voulait absolument qu'on bosse ensemble. Bon, OK. Ça passe chez Téléma, Gasso à l'époque. Ça marche pas non plus et Heuicourt, Rémi Burat qui est chez Arte maintenant, à l'époque était chez Heuicourt, il était actionnaire de Heuicourt, tombe amoureux du projet, on s'était rencontrés et récupère le script, enfin les droits du bouquin.
De leur côté avec Simon, Hauécourt, c'est 2 filles. Là-bas, c'est Carole et Caroline et de l'autre côté, Simon et Rémi. Donc, bah, ils essayent de monter le projet un peu, hors Hauécourt parce que Ouais, c'est pas leur c'est pas ADN, ouais. leur univers à Hauécourt. Pas du tout, c'est pas du tout leur ADN, même si aujourd'hui, parce qu'ils ont distribué, le film de Grâce au début, là, ouais, enfin, ils l'ont juste distribué et c'est, voilà, mais bon, c'est pas du tout leur truc. Donc c'était un peu compliqué à la base et puis, ben, il s'est passé des années et puis, et donc du coup, La Sirène n'arrivait pas à se faire financer. Canal suivant Canal, France Télévisions, bon, c'était systématiquement, oui, non, non, oui. France Télévisions disait oui, Canal de l'autre côté disait: «Ah bah non, ça nous intéresse plus». Enfin, on a passé notre temps à ça, voilà. Entre temps, je fais un court métrage qui s'appelle «Je ne veux pas être sage», avec des prix caméra. Un week-end, je venais de tourner, je me rappelle plus quel clip, enfin, il faudrait que je regarde parce que je me rappelle plus du tout. Je crois que c'était Layla ou un truc comme ça et je fais j'ai de la régie, j'ai tout ça. On se dit: «Bah, tiens, on va tout garder». Il y avait une usine, on tourne «Je ne veux pas être sage». J'avais plein de péloches de la caméra. Natacha chez Techno, à l'époque chez Technovision, me file d'autres caméras. Enfin voilà, on se retrouve à avoir du matos. On tourne «Je ne veux pas être sage». Court métrage, pareil, intérêt de moins de 16 ans, d'un tueur en série qui rencontre une autre tueuse en série et c'est un peu leur dualité tous les 2. Ils vont s'entretuer, blablabla, avec un truc philosophico-mystique, voilà, que des dialogues assez hallucinants, sur le alors qu'ils vont c'est vraiment 2 bêtes qui vont Mmh. s'entretuer. Donc voilà. Je fais ce truc-là, je me retrouve un jour dans un festival, je rencontre Verhoeven, c'est à Vilnius, en Lituanie et il me dit: «Mais pourquoi tu continues à faire des cours? C'est un long mét c'est un bout de long ça. Tu fait un long, écris avant, après et tu un long, moi je veux voir le film, quoi». Bon, tu dis: «Ouais, il est gentil, mais j'ai fait ça à l'arrache, je vais pas me mettre» et puis c'est quelques mois plus tard, on en reparle dans un festival. J'en parle à Samy, à Samuel Adidas justement, il me dit: «Ah mais c'est génial!» Il me présente à son dire de prod qui bon, avait été dire de prod comme moi j'étais, archevêque, à la sortie, bon ça a été nulle part et puis j'en reparle, puis finalement, je parle de ça à un mec qui était pas producteur, hein, qui s'occupait de l'animation, on va dire, qui était line producer d'animation chez Gaumont Multimédia TV et il me dit: «Ah c'est génial comme idée, mais moi je vais le produire hors Gaumont, machin». Bon. On part sur cette idée-là et on il même pas il me présente, c'est qu'en fait, il voit un dîner, je crois, il rencontre des gens de TPS à un dîner. TPS, c'est Ouais, c'était l'autre une plateforme. 1re plateforme de câble sat, ouais. TF1, voilà, TF1 machin et du coup, c'est vraiment l'embryon des plateformes et TPS, et je reçois un coup de fil en janvier c'est, Emma qui m'appelle et qui me dit: «Écoute, on adore ton script». Enfin, on adore, j'avais pas de script, il y avait un traitement, j'avais même pas écrit de script. Et on adore le film et on veut c'est un truc tellement barjot, on veut vraiment le faire et il me donne à l'époque 4 millions de Ah francs. oui. Pour nous, Ouais, c'est c'est tu ouais, vois? tu Je ouais, m'attendais à c'était en voir Hollywood pour toi, là, du coup. 500 même pas, j'ai 200 000 francs et là, tu as 4 000 000. Elle fait: «Pardon?» et elle me dit: «Par contre, il faut faire le film avant mai». Donc on était en janvier, ça veut dire Faut être que speed, hein. voilà et tout refaire et je savais que, ben, il y avait plein de choix, l'usine n'existait plus. Enfin, il y a plein de choses qu'il fallait tout refaire. Donc Julie Gaillet à l'époque qui était, l'actrice, bah, elle était en cloque, donc c'était pas possible qu'elle le tourne. Enfin, il y a plein de choses qui marchaient pas. Mais bon, voilà, on a dit: «Bah, pourquoi pas» et c'est comme ça qu'Exit s'est fait. Donc Emmanuel Prévost, pas du tout producteur, qui d'ailleurs, a voulu arrêter avant le film tellement il a eu peur. Je l'ai menacé et il pourra te le dire, mais Hervé Leblanc, mon chef déco qui était dans le bureau, je lui ai dit: «Je te fous» enfin, je te promets, hein, j'étais chaud, à l'époque et je lui dis: «Écoute, il y a pas de solution. Si d'un coup tu me plantes, tu passes Mmh. par la fenêtre tout de suite. J'ai pas l'habitude de me répéter 2 fois». Donc il a continué. On a fait ça, mais en loose, on se planquait dans les locaux, Rive to Dick, de Beaumont. On avait un bureau, on avait une ligne de téléphone qui venait de son bureau, qui allait dans notre bureau, qui était planquée et les gens nous voyaient passer et on a fait la Mmh. prépa comme ça. Tournage en 4 semaines, heu, pareil, même logique que voilà, on a tout retourné parce que, bah, on avait plus les mêmes comédiens, on a tout refait. On avait gardé juste, Patrick et Et en Élodie en termes de matos, et Olivier, ben pour tenir dans les 4 semaines, est-ce qu'un peu comme, d'autres personnes de l'époque, comme Yann ou, tout ça, tu t'allèges au niveau bien sûr, matos et est-ce que tu Yann, c'est une star de la ouais. pub à l'époque. Faut juste remettre les choses dans la logique. Yann, à l'époque, il fait des pubs de barjots. Enfin, c'est un mec, c'est une Mmh. superstar dans la pub, hein. Donc, moi, à l'époque, j'ai Mmh. rien fait. J'ai fait juste des clips, hein, basta. Donc, en fait, on n'a pas Mmh. le même poids, Non, mais je hein. me Donc, disais, est-ce que voilà. toi, est-ce que tu as Ah, moi, c'est que de travaillé la ta récup. configuration de réalisation par rapport au fait que tu avais que 4 semaines de tournage? Bien dans les cours, cours Ouais. et clips.
Les cours et les clips. Les clips, ça me donnait accès à Steadicam, la Motion, une fois j'ai utilisé sur Pidgin Laser, enfin que des trucs où Mmh. j'essayais parce que je me dis: «Putain, j'ai jamais essayé». J'apprenais en faisant, voilà. Donc en fait, à chaque fois, je me suis fait pote avec Valentin Monge à l'époque, qui était steadicammer, avec, Tony, enfin que les premiers steadicamers, enfin tu vois? Voilà, c'est l'idée tu te recrées Mmh. ton équipe. À l'époque, j'avais mon équipe, mono, chef électro, comment il s'appelait? Vincent machin là, chef machino, qui sont devenus l'équipe d'Audiard aujourd'hui. Enfin, tu vois? On s'est conglomérés autour des clips et ils venaient et on faisait les cours, dès qu'on avait Oui. 3 francs 50, bing, on faisait un cours, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris moi, c'est vraiment comme ça, sur le tas. Donc quand je fais Exit, j'ai 4 semaines, je prends mon chef opéra un jeune qui était assistant sur No Way, Michel Taburio, second, 1er assistant cam, pardon, qui a fait beaucoup de clips avec moi, énormément de cours. Il a fait quasiment tous mes cours. Il avait jamais fait de long et je lui dis: «Bah, je me dis: «Tiens, tu vas faire le long avec moi». Ça se passe hyper mal parce que, ben, pour plein de raisons dans sa vie, poète, ainsi de suite, donc du coup, tu fais tout seul. C'est-à-dire que le mec, il vient des fois, il vient pas. Donc en fait, tu te retrouves tu es dans une église, alors une église, OK, bah, toi, tu fais tout seul. C'est comme ça que j'ai appris et c'est surtout que moi, j'ai une sensibilité de lumière qui est particulière. Très dur, une lumière très contraste avec des cou enfin voilà, très particulier, une te un texture, je viens de la peinture. Je me suis fait pote avec Yvan Lucas, dès mon premier enfin dès le début. Donc on est tu vois, Yvan Lucas, c'est le plus grand étalonneur, enfin je sais pas si Mmh. vous connaissez, mais si tu connais un chef-op, tu dois connaître Yvan Lucas. Il est au-dessus de tout le monde, c'est l'étalonneur. Il vient du photochimique comme moi, donc on a appris, on a évolué avec le temps, et c'est devenu, bah, le mec qui fait les films de Spielberg, de machin, enfin de Mmh. tout ce que tu veux aujourd'hui, Tarantino, tous les grands metteurs en scène. Il est à Los Angeles, entre Los Angeles et Paris maintenant, il a tout fait. Et ben, on a commencé ensemble. Donc en fait, le sang blanchiment, c'est des essais. On s'est dit: «Tiens», Yvan me dit: «Bah, tiens, t'aimes bien ça? Il y a une technique, le sang blanchiment, au labo, machin». C'est comme ça on a essayé et on l'a fait, c'est tout. J'avais essayé sur les cours, ça a fonctionné et après je l'ai fait sur mes films. Exit, c'est un sang blanchiment à la prise, enfin, c'est vraiment un truc très particulier. Donc les caméras, par contre, c'est du bout de ficelle. C'est Natacha Rosicky, qui était la boss de Technovision, qui nous avait fait un forfait Mmh. ridicule. Quand je dis ridicule, je sais pas combien on avait payé, mais ça doit faire 6 000 € pour Mmh. 4 semaines, quoi, tu vois? Et on avait, ben, les cams qu'il y avait, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un mec qui avait une Pogo Cam. La Pogo Cam, c'est la petite caméra, que Catherine Bigelow avait utilisée sur Point Break avec un bras et avec les batteries dans le bras et on lui avait emprunté pour, bah, tourner les scènes de course-poursuite, dans Exit. Bah, c'est que Mmh. du bidouillage, quoi, c'était de l'image, le chef opérateur. Les chefs op à l'époque s'achetaient des caméras, ils les relouaient. Donc là, la chance, c'est que comme personne n'utilisait ce truc-là et c'est que du bricolage. Donc on a tourné, bah, avec ce qu'il y avait, avec de la Panavision, mais c'était une, Platinum plus je sais pas quoi, ça pesait 40 kilos, équipé. Moi, je skate enfin, les plans de poursuite, c'est moi qui skate avec la caméra, au bout Mmh. des bras. Enfin, je te promets que, voilà, je me suis gaufré 2 3 fois, tu le sens passer, quoi. Donc, c'est que du truc, les gens se rendent pas compte, mais c'était voilà, puis on n'avait pas de il y avait voilà, on faisait ce qu'on avait envie dans le sens où on prenait une cam, on Mmh. tournait, voilà. Donc Exit, c'est vraiment un tournage à l'arrache, peu de moyens, l'équipe payée à -50. Bien entendu, mon équipe de base ne veut pas partir, il faisait un Audiard à ce moment-là. Donc je me retrouve à être à poil, à tourner avec des gens que je connais pas. Michel, ça se passe pas bien, enfin voilà. Mais j'ai rencontré Mmh. d'autres gens sur le film qui ont fait mon équipe d'aujourd'hui. Donc c'est là où le cinéma a un côté un peu phénix, où en fait tout renaît. Et on l'a fait, on a monté le film, Besson arrive très tard dans le process. Tout le monde dit: «Ouais, il a produit», il a pas Non, produit il est du tout. plutôt sur la quoi? Sur la On filme distrib, non, en fait? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, il entend parler du truc. Moi, Besson, je le rencontre une première fois, en 80, enfin, quand il allait tourner Léon, donc je me rappelle plus quelle année, 93 ou 94, je sais plus. Il avait vu mes cours et il dit: «Mais je voudrais que tu bosses avec moi». Et là, je comprends pas trop. Je dis: «Bosser avec ou pour?» Enfin, il me dit: «Non, non, je veux pas te produire, ça m'intéresse pas». Donc Oh, direct, hein. moi, Déjà, c'était clair. non, non, mais on s'était bien frité parce que je suis arrivé, et à la bonne habitude de Luc, toujours une grande gueule. J'étais arrivé et en fait, j'étais là, j'attendais depuis 1 heure en bas et j'arrive bien entendu avec, bah, dans son bureau 1 heure plus tard. Parce que la meuf à l'accueil, elle m'avait zappé. Donc il me dit: «Tu pas de montre?» Bah, je dis: «Non, j'ai pas de montre déjà, mais toi non plus, tu pas l'air d'en avoir». Il me dit: «Ah, pourquoi tu dis ça?» Bah, j'ai dit: «Bah, ça fait 1 heure que j'attends». Mais «Bah oui, mais Léox, il a insulté la meuf en bas, machin, hein». Donc ça commence assez mal.
Et il me dit après: «Bah, voilà, j'aurais bossé avec toi, enfin j'aurais que tu bosses pour moi mais je vais pas te produire». Bah, je dis: «Bah, ça sert à rien, qu'on se voit dans ces cas-là». Enfin, il me propose de faire la deuxième équipe d'un film, c'était Léon à l'époque. Donc je lui dis: «Bah, non, ça m'intéresse pas». Il me dit: «Mais tu es con ou quoi?» Je dis: «Ah ouais, je suis con». Donc ça Ça, s'est ça très devait être mal bien passé. électrique Je suis entre parti. vous 2 là, quoi. Oui, mais ça a toujours été comme ça, moi je suis entier et je suis entier pour des bonnes raisons, hein. C'est jamais injuste, c'est pas par ego, c'est je lui dis: «Mais il est con, je sais pas faire, j'ai pas envie». Je lui ai dit une fois: «Il est con». Donc on s'est pas vu pendant longtemps. Il entend parler d'Exit, parce que François Gros étant notre mixeur commun, là, il continue à travailler avec lui. Il lui en a parlé, il lui dit: «Tu vas voir le film de Mégaton, c'est vraiment le dernier combat, enfin tu devrais». Il voit le film, il lui montre sans me le dire et à la sortie, bah, il craque sur le film parce qu'il s'est rappelé, ce qu'il avait fait Oui, oui. sur le dernier combat et c'est comme ça qu'il revient nous voir et qu'il dit: «Voilà, je voudrais distribuer le film», ainsi de suite et le vendre à l'international, bon, ce qui était pour nous Ah, c'était une un aubaine, truc ouais. de fou. C'était le Mmh. tout début, c'est le 1er film, Lilou, repas. C'est-à-dire que Lilou repas est arrivé après. Quand tous les gens t'expliquent que les premiers non, non, quand tu arrivais, rue du Faubourg Saint-Honoré, tu avais les films qui avaient été faits par Luc, enfin distribués, machin, ainsi de suite. Le premier poster en bas de l'escalier, parce que c'était dans l'ordre de c'était Mmh. Exit, donc tu peux pas faire C'est plus logique, voilà. Donc c'est un tout petit film, avec rien, interdit aux moins de 16 ans, enfin voilà, on est dans la logique. Et j'arrive dans le milieu du cinéma et je m'en prends de nouveau plein la gueule parce que tu fais pas partie du sérail, parce que c'est trop ceci, parce que c'est pas écrit comme ils veulent, parce que mais tu dis: «Mais je vous emmerde» parce que le dernier combat, ben, c'était pareil, on a tous vécu ça. C'est pas hyper grave. Moi, j'adore le film de genre et c'est ça qui fait peut-être le thriller et c'est ça qui fait que mais c'est vrai qu'en France, c'est avec un désert, culturel par rapport à ça, un désert culturel par rapport au cinéma américain aussi à l'époque, hein. Donc en fait, même si c'est pas du tout américain, Exit, ça pourrait être un film, danois ou un film, espagnol, ce que tu veux. Mais en fait, on n'avait pas cette ouverture. À l'époque, le cinéma, c'était la Fémis. François Ouais. Ozon, Marina Devanne, eux avaient le droit de d'écrire j'ai rien contre eux, attention, hein, j'aime beaucoup, et Ozon et Devanne, mais en fait, nous, on n'avait pas moi, j'avais pas le droit parce que voilà, c'était pas possible de pouvoir je venais de nulle part en plus, j'étais inculte, enfin voilà. Donc c'était aussi caricatural. On fait ce film, on le distribue, nin on sort sur très peu de copies, hein, 7 Ah copies ouais. France c'est que mais bon, peu importe, on a gagné l'air de rien beaucoup d'argent parce que le film coûtant rien, ben, du coup, il n'a fait que rapporter de l'argent et La Sirène, pour revenir à La Sirène, qui était loin derrière et qui avait été oubliée pendant un certain temps, je suis en train de faire Exit et tout d'un coup, bah, je sais pas pour quelle raison, Canal est à fond là-dessus parce que c'était TPS qui faisait Exit et qui distribuait enfin qui avait commandité Exit, pour leur plateforme et du coup, bah, Canal se bouge le cul, sauf que France Télévisions à l'époque, bah, n'avait plus de thunes ou avait pas de thunes ou j'en sais rien et à la sortie, on a fait le film avec très, très peu d'argent aussi donc j'enchaîne La Sirène 1 an Mmh. après Exit, donc 2001 et c'est comme ça que La Sirène n'a vu le jour et était censé être mon premier film mais est devenu, mon deuxième Et le film, fait que tu aies voilà. Jean-Marc Barr dessus, c'est héritage, Besson ou vous connaissiez d'avant? Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors, à la base, La Sirène, c'était avec Jean-Hugues Anglade et le film était français, en français. Studio Canal qui distribue le film international dit: «C'est pas possible de le faire en français, pour avoir un MG plus grand pour faire le film, il fallait, qu'on le fasse en anglais». Sauf qu'on n'a pas d'argent, on peut pas aller chercher un comédien américain, ou anglais, on n'a pas d'argent, La Sirène, on n'a pas de thunes, hein. Moi, j'avais rencontré Asia. Argento. Donc voilà, mais 13 ans, enfin 2-3 ans avant, donc du coup, je me dis: «Tiens, il y a là-dedans, Asia, tombe enceinte». J'ai dit: «Putain, j'ai quand même pas de chance, j'ai que des comédiennes qui veulent avoir des enfants, donc est-ce que» et je pouvais pas attendre parce que j'étais obligé de faire le film là, comme ça, avec l'argent que j'avais à ce moment-là. C'est pareil que ici. Et Jean-Marc, bah, on a réécrit le script en anglais. On l'a vraiment réécrit parce qu'il fallait que enfin, c'est pas les mêmes écritures d'écrire en français et en anglais, hein, c'est pas la même chose et puis, bah, du coup, pour le coup, Hauécourt, Rémi Burat est parti de chez Hauécourt. Donc du coup, Simon se retrouve en minoritaire face à Carole. Carole se dit: «Bah, non, non, on va le faire nous», mais bon, ils savent pas faire. Donc en fait, autant dire que ça a été,
pour la petite histoire, ils ont fait quand même réécrire de façon sans me le dire, par Alain Berliner, spécialiste du thriller, Mmh. tout le monde le sait. Enfin, Mmh. tu vois, c'est surréaliste et c'est des choses surréalistes. Mais bon, finalement, j'ai réussi à faire La Sirène avec le peu d'argent que j'avais. J'ai me suis assis sur, c'est-à-dire que c'est pas la structure d'un vrai thriller ou d'un vrai film d'action. C'est ça qui est assez, hallucinant, c'est qu'on m'a littéralement coupé des scènes. Je peux le dire aujourd'hui, tout le monde enfin, on a coupé de la scène de départ, la scène du grand magasin, enfin toutes les scènes d'action pour ne garder que l'hôtel. J'ai préservé l'hôtel à la fin parce que c'était un vrai film d'action et que personne savait, comment faire ce Mmh. genre de film. Bon, on l'a fait avec ce qu'on pouvait, voilà et bizarrement donc La Sirène donc tournée en Portugal et en France. Bon, je te dis pas bon, j'ai raconté 4000 fois, mais on tourne, normalement, la semaine d'après le 11 septembre Mmh. 2001. Il s'est passé un truc. On est au Un petit truc. Il s'est passé un petit truc entre-temps, le monde c'était la 3e guerre mondiale. J'ai Carole au téléphone, Carlos Cotta qui était, en pleurs et qui me dit: «Bon, bah, c'est fini, on peut plus faire» enfin voilà, c'est la 3e guerre mondiale. Je dis: «Mais non, on va le faire, on va s'organiser» parce que les armes pouvaient pas arriver au Portugal, on pouvait pas bouger les comédiens, il y a plus d'avions, il y a plus rien. Finalement, on s'est réorganisé, donc on a décalé de 15 jours, 3 semaines et bah, là, finalement, on a réussi à tourner le film, voilà, comme on a pu, avec, cette époque qui était très particulière. Enfin voilà et on a tourné comme on pouvait. C'était une vraie enfin, j'ai écrit un journal pendant La Sirène, ça m'est jamais arrivé sur aucun autre film, tellement c'était compliqué tous les jours. Tous les jours, c'était mais tu arrêtes, c'était Lost in Mmh mh. Absentia mais en vrai, quoi. Donc voilà, on finit le film, on le monte avec ce qu'on peut, tout se passe mal, même jusqu'au bout avec Waycourt, c'était un enfer. La musique, on part à tourner à Sofia, c'est de la merde. Donc on est obligé de retourner avec des potes ici, de tout refaire la musique ici, enfin, j'ai tout vécu sur La Sirène. Voilà, Waycourt s'entête à vouloir distribuer le film, ça a pas été un énorme succès, après ça a pas été une cata non plus, parce que vu le budget du film réel, on est quand même pas dans un voilà, mais c'est pas voilà, je suis pas frustré, mais je me dis: «On est passé» ça fait des années que je suis sur ce film, je le fais parce que j'ai ce besoin de le faire, Puis à voilà. l'époque, il y avait Le film, il est Dantec était un des romanciers qui où les gens attention à l'époque, Dantec a commencé à péter ouais. un câble et a commencé à partir dans ses délires, et à partir de là, ça s'est même mal passé avec Mmh. Dantec aussi. Dantec est devenu le Gabriel Mazdef, du Ouais. mais vraiment, hein, du en 6 mois, hein. Il a eu une crise, enfin bon, peu importe, c'est un génie d'écriture. Quand je te dis un génie, tu lis Les Racines du mal, c'est le mec qui était le seul à pouvoir faire ça, donc voilà. Mais bon, peu importe, il La Sirène étant son 2e bouquin, c'est vraiment, bon, ça part même en couille avec Dantec, voilà. En fait, Dantec à la base, moi, quand je l'ai rencontré la première fois, c'était un mais c'est des je me rappelle, c'est Jean-François Goyer qui avait écrit on avait coécrit avec Jean-François la première version vraie version, on va dire, de La Sirène. Goyer, Dantec dans une soirée, mais à 6 heures du mat, ils étaient encore en train de discuter, quoi. Et avec 2 monuments historiques, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de refaire, les campagnes, napoléoniennes, c'est-à-dire qu'une connaissance, c'était passionnant, génial. Dantec a commencé à il est parti de France pour des raisons assez particulières et voilà et il a commencé à partir, en sucette, avec, un complotisme, géopolitico, ce que tu veux, hein. C'est très compliqué avec, voilà, plein de choses qui sont mais que voilà, qui étaient dues à un climat. Il arrive au Canada, il a été bercé avec les mêmes personnes là-bas, donc du coup, c'est devenu un enfer. Bon, bah, peu importe, voilà. On sort La Sirène, toujours pour finir avec La Sirène. Lionsgate distribue le film aux États-Unis. Lionsgate, petit studio, enfin non, à l'époque, pas petit studio, mais bon, distributeur, mais qui était pas encore, ce qui c'est devenu. Et là que ça commence à je sais pas pour quelle raison, ils voient, le film est en anglais pour le coup et on se dit: «Mais c'est qui ce mec qui a fait ce film?» La scène de l'hôtel, elle est délirante, machin. Donc je commence à avoir des propositions des États-Unis, un agent WME qui me contacte, des scripts qui arrivent, j'ai un script de Screen Gems qui me tombe dessus, les producteurs je les rencontre, machin, on fait un deal et bing, je repars sur un autre film, tournage en Roumanie, film d'action, machin, enfin voilà. Donc très rapidement, ça rebondit sur La Sirène. C'est bizarre, hein, mais La Sirène qui était un
petit film, malgré tout, est devenu tout d'un coup un déclencheur. Donc je me dis: «Bon, bah, quelque part», je me suis quand même posé la question, mais plus tard, je me suis dit: «Bon, tu as quand même bien fait de le faire», même si c'est pas le film que j'aurais fait. Et il manque tellement de choses scénaristiquement, dramatiquement. Il y a tellement de choses qui manquent dans ce film que bien entendu que tu es frustré, bien entendu que tu as les boules et que tu dis: «Si j'avais tourné ça, putain, ça aurait été», et c'était pas grand-chose, on parlait de 500 000 € en Mmh. plus, hein, donc pas la fin du monde. Mais bon, on n'a pas la culture en France d'investissement. On fait avec ce qu'on a et voilà. Donc du coup, bah, voilà, la sirène se fait et je commence à avoir on va dire, à rencontrer des gens aux États-Unis, mais rien ne se concrétise à part le film que je devais faire pour Screen Gems et là, bah, pareil, on commence, on est à 15 jours de tournée, même pas. Les comédiens sont là, tout le monde est là, ça fait 3 mois que je suis en prépa et là, il y a les sell and leaseback, c'est-à-dire les fonds le fonds, espèce de crédit d'impôt anglais, se casse la gueule. 7 films sont arrêtés, dont le mien. Tu avec qui Donc là? Enfin, tu avec qui là-dessus et tu peux nous en parler un petit peu? alors c'était un film, où c'était avant c'était l'histoire ça s'appelait Square Circle. C'était l'histoire d'un mec qui est champion de boxe thaï, qui, en Thaïlande, fait un combat. Moi, j'ai fait la boxe thaï longtemps, j'ai fait beaucoup de camps là-bas, donc du coup, je connais bien l'univers, de la boxe thaï et il fait un combat, il tue le mec par accident. Il décide d'arrêter, ça le choque. Il décide d'arrêter et il finit dans un fin fond d'un désert, perdu au milieu de l'Australie, voilà, avec une station-service enfin, la Bagdad Café et un jour, un mec débarque et un Anglais, super sapé, c'était très Richie comme ambiance et lui dit: «Voilà, on voudrait te proposer un truc, de revenir sur Wayne». «Ça va pas, enfin, de quoi tu parles?» Il dit: «Si, mais là, c'est pas une proposition, c'est une obligation. Parce que ton frère, que tu as pas vu depuis longtemps, en fait, est devenu combattant et ton frère, du coup, nous doit beaucoup d'argent. Donc si tu le fais pas, ben, on te tue». Donc il finit par partir et c'était le début l'Ultimate n'existait pas, la cage enfin, voilà, c'est vraiment à l'époque, on n'avait pas tout ça et il y avait un combattant qui existait qui s'appelait Hector Echavarria, qui était un Argentin, qui en fait et c'est, l'origine de l'Ultimate d'aujourd'hui, hein et en fait, qui était à l'époque, le combattant et il était comédien et qui devait faire le rôle principal, voilà, bon. Avec plein d'autres, acteurs anglais. Il y avait j'avais pris, énormément de gens qui étaient dans les films de Ritchie. Il y avait à l'époque, Lucinda Syson avait fait un gros cast et avait fait émerger plein de comédiens, enfin voilà, bon, peu importe et bah, du coup, voilà, tout le monde à l'eau et on se retrouve, avec plus rien. Donc du coup, pendant quelque temps, tu es un peu, voilà. Pour m'en sortir, ben, je faisais des clips, je faisais plein de choses, mais j'avais eu la chance d'avoir pu faire, j'adore les docus et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire des docus un peu plus consistants. J'ai fait un énorme docu sur les enfin non, j'ai fait d'abord une série docu sur le design, après sur les pin et puis, bah, voilà, j'ai continué à écrire des films. Avant, je vais le voir et il me dit, il me tend un truc, un scénario et là, je vois, bon, il y avait pas le nom parce qu'à l'époque, tu sais, c'est le culte du secret, et je regarde, il me dit: «Écoute, lis ça». Donc, je prends le script, je le lis, c'était Transporteur 3. Pour la petite histoire, à l'époque, je perds le script, je le laisse j'avais un vieux PX, enfin, je le perds, on me le vole, j'avais un vieux PX, je le mets tu sais, il y a un capot et on m'a fracturé le truc, on m'a volé le script. Donc, Oh, déjà, ça commence tu te dis: «Oh super mal. bordel, c'est reparti». Et puis à l'époque, tu sais, c'était, watermarké, mais c'était, tu signais quand tu recevais le script et ainsi de suite. Enfin bon, je te dis même pas. Mais bon, je lui dis: «Bon écoute, oui, ça me branche, pourquoi pas». Pas du tout mon univers. Transporteur, j'aime pas du tout. À la base, j'aime pas ce côté, enfin voilà, j'aime pas. Moi, je suis un cinéma plus dur, voilà, plus complexe. C'est très compliqué parce que les gens disent: «Ouais, Mégaton, c'est bête, machin». C'est l'opposé. Moi, j'ai un cinéma très complexe et trop complexe probablement. Et là, je vois un film où, zig bam boum dans tous les sens, Jason Statham, super, que j'adorais avec Guy Ritchie, hein. Moi, j'adore, Jason quand il fait du Guy Ritchie, mais là, dans Transporteur 1, l'histoire de Transporteur 1, faut savoir, c'est Corey Yuen qui doit faire le film. Corey Yuen, il parle quasiment pas anglais. Il veut pas faire le film, hein. Enfin, il veut faire les de l'action comme il fait d'habitude, mais le reste, ça l'intéresse pas. Donc du coup, c'est Loulou qui a récupéré le film en le faisant.
En le Oui, faisant, le hein, terrier, vraiment. le loup, C'est-à-dire je qu'il traduis. faisait les scènes de comédie, enfin de comédie, de drame, machin, et puis il l'a fait, il est devenu, et pendant un certain temps, c'était Coriolan qui était réalisateur aux États-Unis. C'est-à-dire que le film était Mmh. signé par Coriolan. Bon, heureusement, Loulou a récupéré parce que c'est lui qui a vraiment réalisé le film. Mais c'est ça l'histoire. Moi, ça me plaisait pas du tout. Il fait le 2, Loulou, La mort dans l'âme, parce qu'il a fait Danny the Dog, qui était un bon film, moi, que j'aime énormément. Il fait le 2, Ça se passe mal, avec Chasman, qui était le manager de Statham, qui gérait tout, qui était producteur, tourné, qui était censé se passer à Miami, blablabla, enfin, l'enfer. Et du coup, je me dis: «Putain, le 3, moi, je veux pas de Chasman, de machin, ça se passe très mal avec Chasman, donc avec Jason, puisque Jason arrive et est Ouais. télécommandé par Chasman. Voilà comment j'attaque Transporter 3, très compliqué. Et puis, ben, comme je suis quelqu'un d'entier, un jour, j'ai attrapé Jason et je lui ai dit: «Écoute, on va pas continuer à travailler comme ça. Moi, je travaille pour toi, toute mon équipe travaille pour toi». Enfin, tu vois qu'on a tout upgradé dans le film. Tu pas une pauvre série 3 de merde, tu pas un costume gris solde, enfin voilà, tu as du Dior, tu as une R8. Enfin, il y a un moment, tu vois l'effort qu'on est en train de faire pour toi. Pourquoi est-ce que tu me casses les couilles? Tu arrives en retard tous les jours. Et là, il me regarde, il me fait: «Mais pourquoi tu me le dis pas?» Bah, j'ai dit: «C'est ce que je suis Mmh. en train de te dire, mais pourquoi tu le fais?» Donc on se voilà, et puis il me dit: «Non, mais moi je suis un Anglais, je suis con, je sais pas jouer, machin». Je dis: «Mais qui t'a dit que tu savais pas jouer?» Enfin, c'est quoi ce délire, quoi? Il me dit: «Non, et là, tu t'aperçois que le mec, en fait, il a cette fragilité qui est assez touchante, et à partir de là, bah, on a bossé ensemble, on Mmh. s'entendait, enfin voilà, plus rien à voir. Mais le début, je peux dire que j'ai trimé les problèmes de Pierre-Ange Luc, les problèmes de Pierre-Ange avec Chasman. Enfin, moi, premier jour de tournage de Transporteur 3, on est à Clichy, à Place Clichy, là où il y avait le pseudo musée, merde, alpine. Il y a toutes les alpines historiques, machin, poète patte, on tournait là. Et là, 1er jour de tournage, hein. 7h, 6h du mat, pas de Jason. 8h du mat, pas de Jason. 10h du mat, pas de Jason. Et il y avait tous les comédiens qui étaient là. Il y avait, enfin, tous les Robert était là. Tout le monde était là. C'était une scène où ils expliquent tout le machin, ouais. Tout le monde était là. Il arrive à 12h30 parce qu'il y avait une embrouille de contrat entre Chasman et Waouh. Pierre-Ange. Donc, enfin, tu vois, welcome, voilà. Et c'était ça, toutes les 3 premières semaines, ça a été un enfer, un enfer. Finalement, bah, parce que moi, j'avais interdit Chasman de tournage. J'avais dit: «La condition, c'est que le mec, je veux pas le voir sur nos plateaux». Donc il était interdit. Enfin, j'avais mis un certain nombre de règles, et c'est pour ça que Hitman m'a appris beaucoup de choses, parce que ça m'a appris à me préserver sur la quand tu tournes, tu crées une cellule, et cette cellule, c'est comme une matrice qui fonctionne. Si la cellule, elle est infectée par quoi que ce soit, bah, elle part de Mmh. travers. Je l'ai vu sur la sienne. Donc du coup, je me suis aperçu qu'il fallait que cette cellule, je la préserve encore plus, et du coup, bah, c'est comme ça que sur Transporteur 3, j'ai fini par être pas invincible, mais petit à petit te dire: «Si vous voulez travailler avec moi, je suis dans ma deuxième vie là». C'est-à-dire que la peinture, je suis arrivé, j'ai exposé partout, j'ai vraiment, hein, je me suis éclaté, j'ai rencontré 1 milliard de gens, voilà. Là, je suis en train de faire une si vous me cassez les couilles dans cette deuxième vie, j'ai pas Mmh. d'enjeu. Moi, je suis pas cinéaste à la base. Donc je vous emmerde, c'est-à-dire que il y a pas de enfin, il y a pas de il y a pas de prétention dans ce que je dis, mais j'ai pas envie qu'on m'emmerde parce que tout d'un coup, dans ma deuxième vie, je conviens pas, parce que il y a jamais un truc qui va. Donc tu apprends vachement, et c'est vrai que ça m'a appris. Hitman m'a appris enfin, à comment gérer, un studio, comment gérer, quelqu'un comme Messon. Messon, il venait pas enfin, il vient pas sur mes films pour faire sa bille, il est producteur. Donc s'il est producteur, et après je le voyais plus, on s'est plus vu. Quand je dis: «On s'est plus vu», c'est-à-dire que, Taken, enfin Colombiana, Taken ou Taken 2 ou 3, il est venu, 2 heures, en Turquie sur Taken 2. Il était entre 2 avions, sur Taken 3, il est venu en studio, pareil, 2 heures. Enfin voilà, il m'a jamais cassé les couilles, on s'est frité, on s'est cartonné la gueule, parce qu'on n'était pas d'accord sur des choses. Quand je montais la première version, et il me disait: «Tant que tu es pas sous 2 heures, tu m'appelles pas». Donc tu Ah vois, c'était vite fait, hein. oui. Moi, c'est clair. Il fallait du temps avant Ouais. d'être sous 2 heures, surtout sur des films comme ça, hein, genre les premières versions, elles faisaient 3 heures, donc voilà. Et finalement, bah, j'ai réussi à me préserver de déjà voilà, et puis tous les gens, tous les différents DG de repas qui voulaient, exister. J'avais une réalité que je me suis appris à effectivement me protéger. En créant une obligation avec mes HOD, c'est-à-dire les directeurs de poste, je travaille avec des gens précis, et sinon ça m'intéresse pas, parce que je sais que j'ai ce résultat, et que si je les ai pas avec moi,
faut que je fasse de la pédagogie et en fait, je me retrouve à travailler contre Mmh. des gens et j'ai pas envie de travailler contre eux. Donc cette méthodologie-là, bah, je l'ai la technique, le créatif, c'est le court-métrage et le clip, mais la méthodologie de la enfin, du film de fiction et après de l'action, je l'ai vraiment appris et je l'ai intégré petit à petit en créant cette matrice qui est très particulière. On tourne d'une façon unique. Les films Europa, Transporteur 3, Colombiana, Taken 2, Taken 3, c'est globalement 4 succès, crescendo, mais les succès, c'est pas de ta faute. Enfin, ça arrive parce qu'à un moment donné, bing, ça tombe et c'est comme ça. Enfin, c'est pas moi, j'ai la chance d'avoir enchaîné de cette façon-là, mais en préservant avec peu d'argent pour ce que c'est, hein, parce que c'est des films c'est beaucoup d'argent pour le cinéma français, mais c'est très peu d'argent pour des films internationaux. C'est-à-dire que quand tu fais un Colombiana, un Taken 2 ou un Taken 3, enfin, Transporteur 3, c'était déjà une grosse franchise, donc OK, on n'a pas mais quand on passe à un Taken 2 où on fait près de 400 millions de dollars en Mmh. salle, là, tu es en train de niquer tous les grands metteurs en scène aux États-Unis. Et quand je te dis, c'est-à-dire que tu mets à l'amende le même jour, hein, ce jour de la sortie, Tim Burton, enfin, que des gens que toi tu ré c'est même pas que tu respectes, moi je vénère, enfin, c'est des gens que tu adores et là, tu es en train de leur mettre une misère, tu vois? Parce que tu es en train de faire un énorme score et que ton film, c'est l'aspirateur, à entrée. Donc du coup, tu apprends au fil du temps et tu apprends effectivement à consolider cette matrice parce que tu te dis: «Et encore aujourd'hui, je sais faire de cette façon-là et si je sais faire de cette façon-là, je vois pas qui va m'expliquer comment on tourne ça et ça et ça et ça». Il y a aucune prétention, c'est que moi je suis très pragmatique et j'ai appris sur le tas. Donc les règles extérieures de gens qui n'ont rien fait, je les entends, mais moi je sais que ça fonctionne, Et voilà. Olivier, là, sans te faire, offense, tu attaques une nouvelle décennie, tu es à 60 ans. Comment, avec Ouais. toute l'expérience que tu as eue entre, tes débuts, les expériences avec, Besson, le cinéma US, comment aujourd'hui le Olivier Mégaton réalisateur, il attaque sa réalisation sur une séquence? Tu commences par quoi? C'est quoi ton cheminement pour, ta réal? Déjà j'écris, j'ai toujours écrit. Donc ce qui est assez frustrant et là pour le coup ce qui me fait offense, c'est quand les gens te disent te font passer pour un abruti parce que tu fais de l'action. Ça c'est génial. Donc tu fais presque 1 milliard de box-office dans le monde. Il y a qu'en France, hein, que j'ai avec enfin, il y a qu'avec les Français, hein, j'ai ce problème-là. J'ai pas du tout ce problème-là ailleurs dans le monde, hein. Mais en France, c'est un vrai souci. Donc mais encore aujourd'hui, hein. Donc tu es un crétin, tu sais? Normal. Tu as fait des films de crétins pour les crétins, donc tu es un crétin toi aussi. Tu fais déjà, Taken 2, Taken 3, Colombiana dans le monde entier. Tout le monde a vu ces films 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois. Donc voilà. Donc tu te dis: «Il y a un truc qui s'est passé». Il y a une mais en France, non, ça marque pas, tu sais? Moi, j'ai jamais été invité au CNC, à une fête du CNC. Je m'en bats les couilles, hein, je me bats pas pour ça, mais ça te donne une idée, qui fait pas partie du système du cinéma. J'ai été jamais invité au César de ma vie. Au César, juste pour y assister, machin, un dîner, n'importe quoi. J'ai jamais été voilà, je fais pas partie du cinéma français. Je suis complètement ostracisé depuis le début. Alors les gens me disent: «Oui, mais parce que toi, tu sors pas beaucoup, tu aimes pas». Ah bon, mais tu m'as jamais posé la Mmh. question, vous m'avez jamais demandé. Quand on me demande pour un festival à être c'est toujours: «Attention, attention parce que Mégaton», donc c'est tu vis avec ça, tu apprends à digérer ça et tu apprends à cette ostracisation à la gérer pour que ce soit pas une frustration. Donc pendant très longtemps, j'ai pas voulu faire de film en France, mais maintenant que je veux en faire, je me recoltine parce on n'a pas beaucoup bougé sur le système de financement de La Sirène, hein, on est dans les mêmes logiques, hein, ça n'a pas changé. Donc du coup, tu te fais mal, hein, tu te fais vachement mal parce que tu es face à des gens qui te parlent de choses, waouh! Tu dis: «Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais qu'est-ce que tu est-ce que tu l'as fait une fois dans ta vie ça?» «Non». Moi, je l'ai fait 25 fois. Donc tu es en train de mettre en doute quelque chose que j'ai fait. Puis avec l'IA aujourd'hui, c'est génial, hein. Là, tout est fait en IA. Donc tu dis: «Bah, c'est génial, je vais rester chez moi et puis en fait, le film, on va le faire, comme vous le ferez, comme vous pourrez, hein, mais avec l'IA». Donc c'est ça qui est encore plus délirant. Il y a une espèce de savoir absolu qui tombe du ciel aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est l'empirique. Tu peux pas faire autre chose que l'empirique. Donc, quand tu arrives là-dessus, bah, quand tu écris, moi j'ai toujours écrit, toujours, depuis toujours. Donc j'ai jamais arrêté d'écrire. J'ai écrit peut-être, 80-90 scripts de longs métrages. Des courts, j'en sais pas, je sais pas, Mmh. 150 courts métrages. Les clips, j'en sais rien, 400-500 clips. Donc on peut pas vraiment dire que le process d'écriture a été absent de ma vie.
Donc que je sois bête ou ainsi de suite, c'est ça le plus gros problème, c'est qu'en fait, tu te dis les gens, ils se rendent pas compte, ils analysent pas les films, ils voient pas les films. Moi, quand je suis reçu, pour un pitch, dans un gros groupe, de cinéma, que j'ai un producteur en face de moi qui a les 35 piges, que je lui parle de Jean-Pierre Melville qui sait pas qui c'est, que je lui parle de Oldboy qui sait pas Qui a jamais qui vu, l'a ouais. jamais vu. Et quand tu lui parles de Kill Bill et qu'il l'a pas vu et qu'il te propose un Ouais, tu dis thriller, qu'il y a un problème il va y avoir un gros souci. ah, pas un problème, donc tu essayes au début de faire un peu de pédagogie, mais c'est relou. Moi, je suis pas prof, hein, j'en ai rien à foutre, enfin, c'est son problème. Mais que le mec, en fait, n'a pas cette humilité de se dire, «Tiens», alors que moi, j'ai eu ça toute ma vie. Je ne savais pas. J'ai été inculte, une grosse partie de ma vie et j'ai été systématiquement chercher à la source le truc pour être moins inculte. Aujourd'hui, on se complaît dans cette espèce, c'est pas un truc de vieux con, mais donc on se complaît dans cette logique de l'inculture. Alors qu'en fait, tu apprends par dans une école de cinéma, quand je fais quelques masterclass, je leur explique: «Si vous connaissez pas le process 35 millimètres, vous pouvez pas comprendre le process digital, complètement. Vous pouvez pas l'intégrer complètement». Donc, c'est pas très compliqué de te dire, bah, pendant, allez, 3 mois ou 4 mois, on va apprendre, 2 heures par semaine ou 1 heure par semaine mais c'est très compliqué de faire comprendre ça aux profs, hein, aux profs et aux directeurs d'école, de leur dire: «Mais apprenez-leur les bases. Pourquoi, comment, de quelle façon monter sur une atlas, pourquoi ceci?» Et à partir de là, le pont, il se fait c'est instantané. On comprend les problématiques aujourd'hui du cinéma et des outils de cinéma. Donc j'ai appris de façon empirique. Donc là, je me suis jamais assis sur mes acquis. C'est-à-dire que ça m'empêche pas de faire des petits films, des gros films, peu importe. Et quand j'aborde aujourd'hui, le cinéma, bah, déjà j'écris beaucoup, énormément. Donc j'écris tout le temps j'ai toujours écrit. Il ne s'est pas passé un jour de ma vie sans écrire. Mais ça m'a structuré. C'est-à-dire que je pense que je suis bien, 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 bien meilleur, bien sûr, en écriture qu'avant et je fais beaucoup de script doctoring parce que tu as une analyse qui est différente. Et puis j'ai la capacité, comme j'ai fait beaucoup de films, à l'international et du coup, j'en ai écrit avec des auteurs en américain ou anglais, j'ai cette, Mmh. on va dire, cette double vision. La France, on est dans une logique très expérimentale, très empirique, on va dire, mais empirique sur le temps. On parlait des 3 actes en France, c'était presque, Ouais. grossier. Ah, toi, c'est quand je te dis grossier, c'est nouveau, tu vois? C'est nouveau. Alors on a tout mélangé. Aujourd'hui, on nous a fait rentrer dans le vocabulaire et la logique du cinéma, la logique de la série qui est différente. C'est pas la même chose, c'est pas la même structure. On n'a pas le même enfin là, l'histoire d'arches de personnages, j'en entends parler dans le long métrage, je dis: «Mais attendez, si vous parlez d'arches, je veux bien qu'on parle d'arches, mais là, on n'est pas sur une arche narrative quand on parle d'un film qui a 1h45 puisqu'il y a un personnage Ouais. globalement ou 2 personnages globalement, donc on n'est pas sur les mêmes donc c'est très compliqué d'arriver à réajuster par rapport au dialogue et au discours ambiant. Bon, mais j'écris, j'ai des co-scénaristes toujours, j'ai toujours écrit en binôme ou voilà, heu j'ai toujours parce que pour moi, c'est une vraie sollicitation intellectuelle en permanence et ça a fait aussi que dans ta mise en scène, tu as évolué énormément. L'écriture te fait évoluer sur la mise en scène. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que tu vois les simplicités, les raccourcis, le fait que le cinéma raconte les choses alors que tu pas besoin de le raconter, dans un dialogue. Enfin, il y a énormément de choses que tu apprends et de réflexes que tu intègres. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est 1000 fois plus facile. J'étais sur un projet de film il y a 2 ans, qui s'est arrêté, parce que j'ai voulu l'arrêter justement avec Besson. Et je me suis aperçu en un temps record comment tu es capable de mettre sur pied un film monumental, d'action, ainsi de suite, avec la même équipe. Maintenant, c'est une vraie armée, c'est-à-dire que c'est des gens, qui sont avec moi. Là, je fais un docu, bah, c'est les mêmes gens et ainsi de suite. Et ces gens, entre temps, ils ont fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de films. On a mis en place un outil et une matrice qui fait qu'effectivement, ça fonctionne très bien. On s'enrichit de plein de nouvelles personnes, de nouvelles choses. On n'est pas hermétique du tout, hein, mais en fait, dans mon cadre de cinéma, c'est-à-dire thriller action, moi je suis désolé, hein, mais qui a fait quoi depuis ce qu'on a Mmh. fait? John Wick. Ouais. John Wick, on me l'avait proposé, le 1. Il y a pas de Ouais. prétention à ça, j'ai pas voulu le faire. On a discuté avec Eli Lionsgate pendant longtemps. Je voyais pas la motivation du mec et donc je leur ai dit: «Votre seul truc, c'est de faire, la tagline du film, il tue, Ouais, pour son chien, quoi. 150 personnes, pour un Mmh. chien et une Mustang». Voilà, Ouais. mais vraiment, je et Et ça c'est a ce qu'ils duré ont fait 6 d'ailleurs, mois, hein, sur une partie de la com, c'était carrément ouais. sur le 3.
génial. Ils ont sorti sur le 3 la tagline et du coup, maintenant, c'est parti partout. Je trouvais ça génial, mais ils ont mis quand même un certain nombre de temps pour qu'on voilà. Donc, c'est la seule franchise, on peut dire, qui ait fonctionné réellement avec le temps. De cette époque-là, Equalizer, ça date d'avant Tekken, enfin, c'est, avant, pendant Tekken, ainsi de suite. Mais donc tu te dis à un moment, ben, en fait, on savait faire les choses d'une certaine façon et aujourd'hui, il y a une alchimie que les gens n'arrivent pas à retrouver. Mais on était très peu à savoir faire ça, faut être honnête, hein, et sauf que les réalisateurs américains, en tout cas qui sont à Hollywood, ont cette faire une franchise, c'est bien, mais ils veulent passer à autre chose. Enfin, quand je dis, ils veulent taper du lourd, quoi, après. Donc c'est ça le problème, c'est qu'au lieu d'avoir cette espèce de fidélité par rapport à ce que tu as créé, il y a tout de suite de vouloir se dire: «Bah, tiens, je vais aller faire un film à 100 millions de dollars ce qui est ou 250 millions de dollars parce que 100 millions de dollars aujourd'hui, c'est et en fait, c'est de se dire à un moment, il y a plus il y a un problème de vivier, aujourd'hui. Donc cette capacité qu'on a eue, avec les gens autour de moi, post-prod compris, ainsi de suite, à connaître cet outil c'est très compliqué parce que maintenant, il faut que les producteurs et les financiers aient cette culture et ce recul-là. Mais bizarrement, c'est un tout. L'écriture apporte à la mise en scène apporte à l'écriture. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on se retrouve dans une logique où c'est ton histoire et c'est les gens avec qui tu écris ton histoire qui font que tu es Mmh. ce que tu es aujourd'hui. Voilà. Dans quelques instants, on va voir qu'on te laisse puisque tu as rendez-vous avec un diffuseur pour ton prochain projet. Mais avant de se quitter, Maxence a 3 petites questions express. Ah oui, je joue l'assistant, tu vois? Je gère ton planning aujourd'hui, Ali. Maxence a 3 petites questions qui sont très, très courtes et tu vas voir, c'est le but. C'est ça. Donc, 3 petites questions au tac au tac. La première réponse qui te vient. La première, c'est ton film ou ta série préférée? Ah, j'ai pas de films et de séries préférées. J'ai une liste de 300 films qui sont mes films, voilà, je pourrais mettre 400 donc. Si série préférée, Twin Twin Peaks Peaks, OK. Heu, et derrière, Le OK. Prisonnier. Du plus sur Le scénario que tu aurais aimé écrire? Apocalypse Now? Ouais. Parce il l'a écrit au fur et Ouais. à mesure, Le probablement. dernier coup de cœur que tu as pu avoir, tout format confondu? Film de parc, Bugonia, j'ai 3-4 films là des Ouais. Oscars, les mecs, heu heu, One Battle After the Other. Ils sont hyper créatifs, sur des films comme ça. Très honnêtement, c'est ça ouais, ça te colle un coup de pied dans le ouais, au cul, quoi. Génial. Merci Eh ben, beaucoup. Olivier, merci de nous avoir, consacré, 7 heures et demie qu'on a passé ensemble. Merci à vous, C'était désolé, passionnant. d'avoir Ah non, monopolisé, c'était hein. passionnant et écoute, un grand merci d'avoir partagé ton parcours et parce que c'était voilà, tu as un parcours qu'on n'avait pas encore eu dans l'émission et c'était super de se replonger dans cette France des années, 80-90-2000 et écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et bon rendez-vous pour tout à l'heure. Bah, Ah merci à merde! vous. Bon courage. Merci à vous qui nous Au écoutez. revoir. On se retrouve Merci. dans 15 jours pour le prochain épisode de Séquence. Salut tout le monde! Salut.